tous et bienvenue à une autre présentation, une autre formation Ligne Québec. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yvan Marcel Boilly, qui est un spécialiste en ressources humaines, un décimologue, n'est-ce pas, M. Boilly? Oui. Qu'est-ce que ça fait un décimologue? La décimologie, c'est la science par laquelle on apprend à créer des outils de mesure. Et vous avez décidé d'appliquer ces outils de mesure-là dans un contexte de organisationnel, et tout particulièrement au niveau du capital humain. Parfait. Aujourd'hui, le sujet de la formation productivité au travail, ce que tout gestionnaire devrait savoir. Alors, pourquoi, M. Boilly, est-ce un sujet important? Ça fait, je pense, 30 ans que vous faites ça? Non, un peu plus, 34 ans déjà. Et je pense que le sous-titre, c'était des révélations intéressantes suite au profilage d'1 million d'employés ou presque. Mm-hmm. Alors, pourquoi vos études ont dévoilé des choses qui doivent être transmises? Pourquoi est-ce important de parler de productivité? Écoutez, je crois que dans la prochaine diapositive, on va en parler. Tout le monde a entendu parler du HEC, tout le monde connaît l'Institut de productivité et de prospérité. Leur dernier rapport, très clair, depuis plus de 30 ans, la performance relative du Québec est en déclin. Oui. 30 ans. Je commençais en affaires il y a 30 ans. Et regardez ce qu'ils ont tiré comme conclusion. Ce recul s'explique principalement par la croissance anémique que le Québec a connue sur le plan de la productivité au travail. Mm-hmm. Et c'est très important, cette notion-là. Alors, le Québec serait un peu à part des autres provinces? Non, on est dans la moyenne. Le dernier peloton. Ah oui. Comparé aux 10 provinces canadiennes, comparé aux pays de l'OCDE, si on considère le Canada, mais si on veut comparer les résultats du Québec, oui. On est encore dans la queue du peloton. Regardez, 30 ans de recul. Depuis les 10 dernières années, les entreprises québécoises ont réduit de 36 les investissements en matériel et en équipement. L'âge moyen d'un travailleur au pays, 44,8 ans. Mm-hmm. La scolarité de ces gens-là, l'équivalent d'un grade 9, c'est-à-dire un secondaire 3. Ah oui. Et alors qu'on a des lois dans toutes les provinces qui exigent que les gens aient l'équivalent d'un secondaire 5. Et ce ne sont pas les immigrants qui ont fait baisser la moyenne, et c'est peut-être plus au niveau du drop-out ou du décrochage. Mm-hmm. Regardons au Québec. Le PIB, qui est un excellent indicateur de productivité, par heure, par employé, travaillé. On parle de 54,95 $. Encore une fois, on est dans le peloton. La productivité des organisations, dépendamment des secteurs, oscille entre 65 et 75 %. C'est toutes des données importantes. Ça veut dire si je paye 100 % de mes salaires, j'ai à peu près juste le 2/3 de mes salaires qui vont être productifs. Et effectivement, on a réussi à mesurer cette notion-là par la masse salariale optimisée. C'est-à-dire, je paye 1 pièce, j'aimerais bien avoir 1 pièce de productivité minimum. Donc, la moyenne au Québec, on parle de 67 % de la masse salariale qui est optimisée. Donc, il faut qu'on augmente la productivité et la prospérité d'abord des organisations et des travailleurs, en outre ses employés. Pour le Québec, certes, mais pour la rentabilité de chacun des employés, des gens qui nous écoutent. C'est pas une question de macroéconomie seulement, c'est une question de rentabilité. Oui, c'est ça. À 55 piastres de l'heure au niveau du PIB, là, on dépense plus que ça. On a un problème. Quand tu dépenses plus que ce que tu gagnes, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. On est en train de s'endetter. Il ne faut pas voir, regarder juste à la télévision. Là. Oui. C'est énorme. Donc, je pense que ce sont des raisons pour lesquelles nos participants se sont inscrits aujourd'hui dans cette démarche-là. Maintenant, pour quelle raison, moi, j'ai investi autant d'années? C'est parce que, écoutez, avec les années, on a investi un peu plus de 16 millions de dollars dans le développement d'outils qui sont associés à de la productivité, à mesurer le capital humain. Il y a 500 000 personnes qui ont servi de cobaye. Il faut le faire, c'est du pain sur la planche. Le cobaye qui ont participé, qui ont été profilés, et qui nous ont permis de mesurer leur niveau de performance. On parle de 100 spécialistes qui ont mis la main à la pâte. Ça fait 34 ans qu'on en mentionnait tout à l'heure. Aujourd'hui, avec un petit 20 minutes, on a des outils qui nous permettent de circonscrire le talent d'un joueur et d'estimer la productivité qu'il va obtenir dans un emploi Y. On est rendu loin, là. Oui. On va presque aussi vite que le téléphone intelligent.
Hier, on est en train d'adapter ça pour les téléphones intelligents. OK. OK? J'aimerais juste, avant d'aller plus loin, faire un petit exercice, messieurs, dames. Vous êtes un petit exercice de réchauffement. Et on va vous donner 5 secondes là, pour lire la prochaine diapositive. On va le faire 3 fois parce que vous allez avoir une petite question à répondre. Qu'est-ce que vous lisez à l'écran, messieurs, dames? OK? Alors, je vous invite à répondre A ou B. OK? Ah ben là, il faut réaliser, M. Boily, qu'ils ont les réponses et la question. Oui, exact. Là, on travaille dans le monde du visuel. Oui. Donc, normalement, vous avez 3 lignes à lire. On aurait même pu en faire un sujet de notre conférence aujourd'hui. Et nos réponses sont? Alors, je vais fermer le sondage, si vous voulez bien. Et je vais partager des réponses. Donc, à peu près 26% des gens ont vu le la. Les autres ont c'est un automatisme. Exact. Hein? Donc, on déduit un peu. Exactement. On a dont moi, d'ailleurs. Les deux là étaient bel et bien là. Votre œil, quand il a lu la diapositive, il les a vus les deux là. Et quand on vous a demandé, par exemple, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous lisez, ils ont probablement répondu, attention à la peinture en escamotage. Donc, c'est supporté par une théorie très connue, la Gestalt, qui permet chez l'être humain de modifier, trafiquer, transformer en fonction de ses valeurs la réalité. On va le faire maintenant dans un autre univers, juste dans un exercice toujours de réchauffement, l'univers sonore. Imaginons la chose suivante. Je n'ai pas fait les 2 derniers, mais probablement dans votre cerveau, vous les avez complétés. Et ceux qui ont les cheveux blancs comme moi, ben, il a probablement ajouté, il y entrez donc les joyeux troubadours. Dans le sens qu'on a été conditionnés une très grande partie de notre vie. Aujourd'hui, on opère et on fonctionne avec ces automatismes-là. Et j'ai fait ce petit exercice-là parce que ça va devenir important dans les prochaines diapositives. Il y en a une que je me plais à dire tout le temps. Excusez-moi. En management, je l'ai mentionné tout à l'heure à l'entrée, on peut gérer seulement ce que l'on mesure. Souvent au Québec, on va dire, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. On utilise beaucoup de double négation. C'est crucial de gérer. On peut gérer seulement ce que l'on mesure. Et ça devient une partie importante de nos recherches. 3 éléments importants en ressources humaines à mesurer. Le PAR. Au golf, c'est un terme important. Parce que tous les coups sont importants. Une drive de 200 verges comme un putt de 2 coups. En affaires aussi, c'est très important, le PAR. C'est pour présentéisme, par exemple. Vous savez, quand on parle du présentéisme, c'est 4,3 fois plus dispendieux que l'absentéisme. Et souvent, la première cause cachée du présentéisme, on n'a pas les comportements pour le poste. On a des comportements inappropriés pour le poste. C'est comme si on ramait à contre-courant. Il y a d'autres raisons qui font qu'une personne pourrait démontrer ou pratiquer du présentéisme dû à sa santé physique, dans d'autres cas, à sa santé mentale, et dans d'autres cas, tout simplement parce que ça fait trop longtemps qu'il mange des pissenlits par la racine, il commence à trouver ça bon, il est en train de démontrer des symptômes d'épuisement. La deuxième lettre, le PAR, l'absentéisme, sa fréquence et sa durée, 2 éléments importants. Souvent, les gens vont dire, notre taux moyen d'absentéisme, il est de 8 mais il ne tiendra pas compte de la durabilité, ils vont se tenir compte juste de la fréquence. Donc, c'est le nombre de jours perdus qu'on veut mesurer. Les causes, maladie psychologique, stress, dépression, encore une fois, santé mentale qui revient, problèmes financiers, la famille, ou encore des problèmes personnels. Et la dernière lettre, le R, le roulement, le remplacement. En moyenne, au Québec, les derniers chiffres nous parlent de 33% de moyenne de roulement personnel et de remplacement. Mais ça, on tient compte des employés à temps plein et à temps partiel. Quand on élimine la version des employés à temps partiel, le pourcentage de roulement est autour de 10%, 10, 11, dépendamment des secteurs industriels encore. Donc, il y a le roulement volontaire,
ça plaît à toutes les parties, tant à la personne qui nous quitte ou de qui on doit se départir. Il y a le roulement involontaire. Ça ne fait pas notre affaire. Cette notion-là, on n'a pas le choix. À titre d'employeur. À titre d'employeur, Oui. comme à titre d'employé aussi, dans certains cas. Et vous avez des coûts qui sont associés à ça, directs, indirects et cachés. Donc, il y a plusieurs façons de les comptabiliser. Et probablement que chaque entreprise a sa méthode, mais il faut en tenir compte. Quand on fait référence aux parts, on fait référence à présentéisme, absentéisme et roulement. Avez-vous des données, M. Boily, concernant les frais encourus par un roulement? Un employé qui quitte, est-ce qu'il y a un pourcentage de son salaire qui doit être investi pour trouver quelqu'un d'autre, pour former quelqu'un d'autre? Effectivement. D'ailleurs, il y a plusieurs écoles de pensée. Tu as des organisations qui se sont adressées à ce problème-là, dans certains cas, ils vont jusqu'à 3 fois. 4 fois, bien, dépendamment des secteurs, des milieux, dû à la rareté du capital humain, le salaire. Et nous, on a une autre méthode pour le calculer, en tenant compte plus des coûts directs, indirects et cachés, mais effectivement, ça tourne, ça oscille autour de ça. Donc, si vous permettez bien, la prochaine diapo, jouer le part, présentéisme, on va le faire. Dans un cas très pointu, j'aurais probablement une première question ici à vous poser. Elle est affichée, vous le voyez. Alors, mesurez-vous l'absentéisme au sein de vos entreprises? Alors, dans votre esprit, mesurer l'absentéisme, c'est une question de jours manqués par employé? C'est un peu ça? Oui, effectivement, là, pour arriver à le quantifier. Je reviens toujours en Amarotte. On ne peut pas le gérer, oui. on ne mesure pas. Oui. Donc, il faut le mesurer. Pour le mesurer, il faut le savoir. Regardez, c'est intéressant. On va partager les résultats dans quelques secondes, là, mais c'est quand même très équitable entre oui et non. Oui. Êtes-vous surpris de ça? Non. Même j'aurais, à ma connaissance, il y a plus d'entreprises qui ne mesurent pas. Ah oui, hein? Ou quand ils mesurent, ils ne font rien avec après le résultat. Ils mesurent a posteriori. Ah oui. Ils portent un constat. Bon, ben, en fin d'année, c'est dommage. C'est dommage, on a eu 10 8 6 d'absentéisme. Ah oui, mais le mesurer puis agir en conséquence, c'est deux notions. Fait, comme on voyait, la prochaine question. Juste un instant, je vais juste afficher les résultats pour que les gens puissent le constater. Alors, c'est très équitable, là. Les gens le mesurent, ça ne veut pas dire qu'ils agissent. Proportion de 38%, et puis, non, c'est pas ça. On parle du nombre. Ah oui, c'est 38%. Et puis, 35% ne le mesurent pas. Alors, dernière question, si vous voulez bien. Parce que le part, c'est l'absentéisme, le présentéisme et le roulement. Donc, le deuxième, mesurez-vous le présentéisme. Ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Un petit peu plus corsé à mesurer. J'ai hâte de voir les résultats. À 3 personnes à mesure, comment mesurer le présentéisme? Si la personne dort ou si la personne... je ne sais pas. On peut le regarder, il est là. Oui. Mais c'est souvent juste ça le problème, il est juste là. C'est la performance qui n'est pas là. Oui. Donc, tout le volet des comportements inappropriés au poste, ou encore, la tête n'est pas là, c'est juste le corps qui est là, si vous me permettez la caricature. Donc, si vous me permettez, pour passer à la... Est-ce que les résultats nous parlent de le 2/3 ne mesure pas. En fait, 27% des gens n'ont pas répondu. Alors, sur les gens qui ont répondu, 5 le mesurent et 47 ne mesurent pas. Alors, c'est près de 90% qui ne mesurent pas. Mais encore une fois, très difficile à mesurer, à mon avis. Oui, c'est difficile, mais ça se mesure. Oui. Ça a été d'ailleurs notre plus gros cheval de bataille. Comment arriver à mesurer le présentéisme? Et dans la diapositive qui va suivre, par exemple. Juste cliquer ici. OK. Ça marche. On parlait tout à l'heure. Là, j'ai pris un petit exemple ici. Là. Imaginons une entreprise, 100 employés, salaire moyen au Québec, il est de 45 157 $, revenu 45 000.
Le taux d'absentéisme et de présentéisme au Québec combiné, la dernière étude qui a été faite là-dessus avec le groupe d'entreprises en santé, on parle aussi autour de 17 %. Le roulement et le remplacement de personnel, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on parle d'à peu près 10 %. Oui. Les avantages sociaux aussi, entre 20 et 38 %. J'ai mis le minimum ici à ce stade-là. Donc, tenant compte de ces variables-là, on obtient une masse salariale au bas du tableau à gauche de 5 400 000 $. Et si on voit la dernière colonne, le dernier rectangle, on parle d'1 800 000 $ de payer en salaire et en avantage. Non productif. Non productif. Il ne peut pas être productif. Il est absent. Oui. Ou non, il n'est pas encore embauché ou il est en processus d'embauche et les avantages sociaux accordés à ces joueurs-là. Donc, on parle de 33 % là, de la masse salariale ici qui est, si vous me permettez la caricature encore. Non? Excusez-moi la diapositive, là, mais on va. Masse salariale et avantages. Donc, le 2 tiers de la masse salariale est optimisée et le tiers, c'est une masse salariale non optimisée. Dans l'exemple qu'on vient de voir. Dans l'exemple qu'on vient de voir. En tenant compte de chiffres tout à fait représentatifs au Canada. Mais avec les années, oui, effectivement, mais avec les années, moi, j'en ai fait des sondages, j'ai regardé aussi ce qui se passe. Et chez ma clientèle moyenne, c'est ce qu'on observe ici. D'accord. Il y a le tiers de la masse salariale. En serrant la vis, qu'on serait capable de récupérer. Mais là, on peut avoir un effet secondaire là, non désiré. Donc, jusqu'à quel point on peut aller en récupérer? Et c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, le message, M. Boilly, c'est qu'on parle de gros chiffres. Oui. Il y a des sous, là, ils sont déjà votés dans les budgets, mais ils sont tout simplement gaspillés annuellement. Oui. Et si on ne fait rien, l'année prochaine, ça ne sera pas 1 700 000. Ça va être 1 700 000 indexé. Oui. Oui. Ça ne fait qu'augmenter. Si la situation perdure, si ce n'est pas pire l'an prochain, c'est juste une question d'inflation. Exact. Donc, quand on parle de mesurer, il y a 3 notions fondamentales sur lesquelles on va arrêter notre réflexion. Le premier volet, ce qu'on appelle les comportements de la personne. Le savoir-être. Si vous permettez, pourquoi on arrête notre réflexion sur ces 3 éléments-là? Ces 3 éléments-là, ce sont 3 éléments qui, à travers de nos études, sont ressortis comme étant significatifs avec la performance. Donc, on fait référence ici à des comportements. Plus de 80 % des activités que les employés font reposent sur des automatismes, des comportements. Et dans cette foulée-là, donc la première dimension qu'on va mesurer, c'est tout le volet du savoir-être. Le deuxième volet qu'on veut mesurer, on fait référence aux acquis, des connaissances. Dans le premier sont des comportements, le deuxième, des connaissances. Donc, ça s'apprend des connaissances. Si ça s'apprend, ça peut se désapprendre. Donc, ça va être important tout à l'heure de bien les circonscrire. Et le troisième volet, dans l'environnement de travail, on fait référence au savoir-faire. Donc, le savoir-être, le savoir et le savoir-faire. Ce qui est important ici, c'est que ces 3 dimensions-là se multiplient. Si un des volets est égal à 0, le produit est 0. Prenons un exemple. Marcel Boilly, au niveau des comportements, c'est la même personne. Il a le même vécu professionnel au niveau des acquis. On change son supérieur immédiat, sa performance diminue ou double. Donc, ça se multiplie. Donc, quand on fait référence au « et », on fait référence à des données personnelles. On fait référence à des réflexes, à des automatismes, à l'attitude, à des traits de personnalité. Il existe une panoplie d'outils pour nous permettre de mesurer des traits de personnalité, et c'est important. Qui ne sont pas influencés par la formation, si je comprends bien. Exact. Si on parle de personnalité souvent développée avant un certain âge, avant d'aller à l'université. Effectivement, on va en parler tout à l'heure dans une diapositive. La deuxième notion, on fait référence à des données dites professionnelles, donc des connaissances, de l'expérience de travail, les aptitudes d'un être humain, ses habiletés, qu'elles soient verbales, mentales ou motrices. Et le troisième volet, on fait référence à des données organisationnelles. Le support, les méthodes de travail, l'organisation du travail et les compétences et les connaissances très pointues. Donc, ici, on fait référence à des compétences. Donc, le premier volet, comportement. Le deuxième volet, connaissances. Le troisième volet, compétences. Les 3 C. C'est une autre façon d'analyser. Très bien.
Malheureusement, dans la pratique commerciale, la majorité des organisations ont tendance d'embaucher personne en fonction des acquis. Un être humain, c'est comme un iceberg. Oui. Ils vont traiter l'information qui est au-dessus de l'eau. C'est à peu près 5, 10 C'est ce qu'ils voient. dans un CV, Exact. en fonction d'expérience. Exact. Mais la personne va performer à cause de ses automatismes. Si elle a les bons comportements, il va s'intégrer rapidement, il va apprendre rapidement, puis il va performer rapidement. Souvent, une façon rapide de gérer, on va dire, on l'embauche eu égard au A, on va le licencier en fonction de ses valeurs. Ça aussi, mais là, il faut faire attention, là. On a de moins en moins de personnel, là. On est en pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Donc, il va falloir faire attention, surtout quand on va avoir les bonnes personnes. Il faut les garder le plus longtemps possible. On parle de 31 mois de longévité. C'est court, 31 mois. Ouais. C'est très court. Quand moi, j'ai commencé à travailler, c'était 30 ans. Souvent, les gens me disaient, mais ça, on a une expérience. Et là, 31 mois, c'est une expérience qui est courte, là. Sauf qu'ils vont le faire dans plusieurs entreprises. Donc, la règle de Pareto aussi, elle s'applique. Probabilité de succès pour avoir la bonne personne à la bonne place au bon moment. C'est 1/3. On a utilisé le premier tiers, multiplié par probabilité d'échec, le 2/3 qu'on n'a pas regardé. Donc, on parle de 21% de chance d'avoir la bonne personne à la bonne place. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la combinaison optimale. Ça peut fort bien que vous ayez un est supérieur à ce qui est requis pour l'emploi. Des connaissances en abondance, tu es capable de faire face à n'importe quelle pression ou du stress dans votre environnement de travail. On a donné un nom aussi. On a appelé ça du potentiel de compétence. Donc, une personne avec un gros bagage de potentiel de compétence, elle va réagir à des stimuli. Ces réactions-là, dans le monde du travail, ça s'appelle faire des activités. Il y en a qui en font, on t'a dit, des activités. Ils sont archi occupés. Et quand on commence à vérifier, contrôler, mesurer les activités, on conforte le constat rapidement, si je le laisse faire, on ne pourra pas arriver à Noël en même temps, on ne peut pas changer la date de Noël. On se comprend bien, là. Donc, normalement, les activités devraient se transformer en résultats. Il y a une bonne année, on ne posait pas la question comment ça avait coûté à atteindre des résultats. Aujourd'hui, on pose la question, il en reste combien en bas de la ligne? Peut-être qu'on n'aurait pas dû prendre tel contrat. Donc, les ressources financières, parce que c'est leur service, sont dans le budget, très importantes. Les ressources technologiques, de plus en plus importantes parce qu'elles sont omniprésentes. Les ressources humaines, la majorité des organisations ne savent pas du tout par quel bout prendre le taureau. Il y en a qui prennent par les formes, il est trop pesant, d'autres par la queue, puis ils finissent par perdre le contrôle. Ce qui est important ici, c'est qu'on obtient un résultat, un ratio, résultat en fonction des ressources consommées, comparé à des normes, à des standards, on devra observer de la performance. Une des premières découvertes qu'on a faites, il y a une très grande relation entre le potentiel de compétence et la performance probable. C'est directement proportionnel. Ça fait qu'on s'est dit en 1980, il y a quelques années, si on était capable d'envoyer le monde à la Lune et de les ramener en vie, à part les 2-3 fois où on a eu une problématique, ben on devrait savoir qu'est-ce qui va arriver si on prend Marcel Boilly, on le place dans un micro-environnement d'une entreprise ABC. Donc, comment arriver à utiliser cette information-là à des fins de prédire la performance? La majorité des outils qui ont été développés dans le passé étaient utilisés a posteriori, à des fins pour expliquer la non-performance. Mais là, ce qu'on veut savoir, on veut la prédire. Parce qu'on n'a plus les moyens d'avoir une année ou 2 années de non-performance. Donc, on vient de voir les construits, on vient de voir, c'est bien sûr la preuve du concept. On va rentrer dans les prochaines diapositives. Donc, ce qui nous intéresse, des comportements. Il y a un peu plus de 240 000 traits de personnalité qui ont été inventoriés depuis le début du 21e siècle. Si vous voulez tout savoir à votre propos, M. Hénault, je vais commencer tout de suite, puis on est tout à l'heure. En 1936, lorsqu'une centaine de spécialistes se sont réunis pour créer la monographie des termes psychométriques acceptés et acceptables, dans le fond, on est passé de 240 000 définitions à 4 000 définitions. On a regroupé, éliminé ce qui était redondant. Et en 1980, depuis 1980, nous, on a commencé à corréler. Lesquels étaient pertinents. Lesquels étaient pertinents, significatifs dans un environnement de travail. Et on s'est aperçu qu'il y en avait 183 qui étaient significatifs. Oui. Donc, il y a 30 ans, on a eu à prendre la décision la plus importante dans nos carrières respectives. On va développer un modèle scientifique pour aider les entreprises à être capables
de comprendre et d'arriver à utiliser des instruments pour aller de l'avant. La moitié de ces automatismes-là sont génétiques, comme toutes les analyses qui sont faites en psychologie. L'autre moitié, on va le développer dans nos 20 premières années de vie avec 3 phases très précises. Première phase, 0-7 ans, un âge critique de 3 ans. On appelle cette période-là l'imprint, la période de programmation. C'est bien sûr qu'à 3-4 ans, le jeune bébé ne comprend pas les concepts. On n'a pas besoin non plus d'expliquer la différence d'une fois qu'il décaresse. C'est des choses qu'il apprend tout seul, puis bien plus vite, on va pouvoir y montrer. La deuxième phase importante se situe de 7 à 15 ans. On appelle cette période-là la modélisation, avec un âge critique autour de 10 ans. C'est sûr que notre jeune ado, à 10, 12, 13 ans, il comprend un peu plus les concepts, mais il ne les maîtrise pas. Donc, il va s'associer à un héros ou à une héroïne. Ça peut être un des parents, ça peut être un voisin, ça peut être un professeur, un acteur. Là, il va essayer de répéter ce qu'il observe, ce qu'il voit, ce qu'il aime, un peu tout croche, avec un manque d'informations. Il va le répéter des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois, sauf qu'il n'est plus à la maison. Là. Il est dans la rue avec les chums, il est assis chez lui à l'école, ou dans la rue. Et puis, seul, tu sais, puis je ne parlerai pas de ceux qui sont avec les téléphones intelligents à combien de milliers d'heures. Les 10 000 prochaines heures, probablement, il va les passer en compagnie de sa technologie. Donc, et la troisième phase, il est en train de devenir unique. Et la troisième phase se situe de 15 à 20 ans. On l'a appelé la socialisation. C'est bien sûr qu'un jeune adulte, à 18-19 ans, il est capable de regarder pour son épaule, par-dessus son épaule gauche, puis il est capable d'apprécier les éléments qu'il a fait. Mais il est aussi capable de rejeter certaines expériences. Et là, ça va être braconnier, le rejet. Ce qui fait que de 85 à 90% du talent potentiel est là, à peu près vers l'âge de 21 ans, 22 ans. Ce qui fait que tout le restant de sa vie, il va travailler à actualiser son talent potentiel en s'exposant à de nouvelles connaissances, en s'exposant à des divers environnements, à des nouvelles règles du jeu. Et la différence entre le talent potentiel moins la partie actualité nous donne son plan de développement. Donc, nous, on a développé une petite mécanique qui nous permet rapidement, ici, de mesurer, circonscrire les 183 comportements dont on parlait tout à l'heure. Fait qu'on va regarder son entrepreneurship. C'est pas partir en affaires, là. C'est comment il va entamer des activités. Sa motivation. Oui. Son leadership, son style d'interaction et son orientation technique. Donc, son entrepreneurship, ça se passe dans sa tête. C'est la capacité mentale et cérébrale que la personne à planifier, à s'organiser, à centrer ses efforts à la tâche. Elle est capable de voir ce qui est à faire et de le faire. En management, on ne peut pas le gérer ce qu'on ne mesure pas. Oui. Donc, on va le mesurer. 0, 100. 50 modes médiane moyenne. On compare un homme et une femme, ça n'a plus d'importance. Jeune âgé, ça n'a plus d'importance. Scolarisé ou pas, ça n'a plus d'importance. Plus la personne est en bas de 50 sur cette échelle-là, plus c'est des personnes compatibles avec des us, des coutumes et des façons de faire. Donc, ils vont être totalement compatibles avec des règles du jeu, des systèmes de travail. Lui, il est en haut de 50. Donc, on va prendre pour les fins de notre conversation 20-80. Avec 80, par exemple, il va suivre des règles du jeu, lui aussi comme personne, ou elle aussi comme personne. Et il va probablement changer ses règles à tous les jours. On souhaite juste qu'il ne soit pas sur une chaîne de montage ou qu'il ne soit pas en train de faire de la comptabilité parce que là, il va faire du plugin. Là. On se comprend bien. Alors, si je comprends bien, si la personne sondée, profilée est à 80, son sentiment d'entrepreneurship est plus développé. C'est-à-dire, oui, il va avoir tendance à modeler, modifier sur une base régulière les façons de faire. Et c'est plus fort que la personne. C'est ce qui le stimule. D'accord. Mais je veux juste m'expliquer. Au niveau de la motivation, il y a 2 mots dans le mot motivation. Quel est le motif qui justifie l'action? C'est l'intensité et la durabilité d'un deuxième effort. Toujours 0-100. En bas de 50, c'est les personnes qui vont être stimulées par le volet qualité, service, support, par opposition à l'autre groupe, qui vont être stimulés par le volet quantité, urgence, délai, résultat à être atteint, priorité. Troisième dimension, tout le volet leadership. Plus la personne est en bas de 50, plus c'est un joueur d'équipe. Plus est en haut de 50, plus c'est une personne indépendante, autonome, créative, difficile à gérer. Donc, on comprendra bien qu'un 80-80-80, ça ne bouge pas du tout comme un 20-20-20. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, là. Hein? Côté gauche, côté droit du cerveau, tout le volet du style d'interaction. 0-100 tout le temps. Plus la personne est en bas de 50, cette échelle-là, plus des personnes réservées, et ils vont avoir tendance à être très sélectives, ils ne parleront pas de n'importe quoi, n'importe qui. Ils vont même être plus introvertis qu'extravertis quand ils sont en haut de 50. Souvent, on faisait des farces dans mon cabinet, on disait ceux qui sont dans les 80-90, ils parlent au mur, puis le mur leur répond. Donc, il y a de l'écho.
La cinquième et dernière dimension, tout le volet orientation technique. Toujours, comme de coutume, 0 ou 100. En bas de 50, c'est des personnes qui auront tendance d'être pratico-pratiques. Ils ne se barreront pas les pieds dans les fleurs de technique. 50 et plus, c'est 80. Il est rendu 5 chiffres après le point, puis il n'a pas arrondi. Donc, on comprendra bien que un 20 versus un 80, ici, ça ne bouge pas du tout en arrière. Mhm. Donc, si je comprends bien, ces 5 volets-là, Oui, est-ce que c'est bien ça qui est évalué avec, je pense, le test, le questionnaire, oui. le questionnaire qu'on a transmis aux gens ce matin, puis je pense dont on va parler tout à l'heure. Exact. C'est exactement ces dimensions-là qui sont évaluées pour chacun des gens qui désirent le faire. Exact. C'est un tiers de l'information qui est là. OK. Donc, les 2 autres tiers, on va le regarder durant la présentation. Juste pour s'assurer, là, on va aller dans le milieu médical. Imaginons que j'ai une tumeur au cerveau. Donc, on sait que la personne qui devra faire l'intervention devra brûler la tumeur au rayon laser ou au rayon gamma. Comment est-ce qu'on la veut, cette personne-là? En haut de 50 ou en bas de 50? Pour quelle Brûler dimension? brûler Pour quelle la- dimension, le visage qui sourit? Sur l'entrepreneurship. Ah, tu veux pas... On va faire on a toutes les échelles. Tu veux à 0. Tu Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Il faut que tu sois à 0. Donc, notre chirurgien, ça va être un spécialiste. Oui, oui, oui. Et tu veux surtout pas Qui improvise. Puis, qu'ils improvisent rendu à ce stade-là. Tu veux qu'ils suivent le stade. On va toujours rester en médecine. Il est 2 heures du matin, vous avez eu un accident d'automobile. Ça va être, vous arrivez à l'urgence, donc ça va être un traumatologue qui va vous accueillir. Il voit bien que vous êtes peut-être en train de faire un arrêt cardiaque, vous avez de la difficulté à respirer, il va vous sauter dessus, reste dans l'entrée, respiration artificielle, bouche à bouche, massage cardiaque avec le coude, il va probablement vous casser tout vos côtes. Il a déjà déduit que s'il avait suivi la méthode garde de triage, radiologie au 6e, vous n'auriez pas le temps. C'est ça. Fait que, il a réglé ça rapidement. Ces 2 personnes-là, au niveau des acquis, ont tous les 2 diplômes en médecine. Souvent, ils ont étudié les mêmes années. oui. Et ils travaillent dans le même hôpital. Ils ne font pas la même job. Ils n'ont pas le même poste. Regardons quand on fait un petit mini-bilan. Ici, chaque ligne est une des personnes. On comprendra bien que la première ligne, vis-à-vis de la tête, l'entrepreneurship, cette personne-là a 32. On le voit là, c'est une personne de méthode, de système. Regardez juste l'autre en dessous, à 82. Elle va suivre son système, cette personne-là. J'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas un mauvais ou un bon médecin. Il n'y a pas de bons résultats. Il s'agit de prendre en fonction des 5 dimensions, de mettre la personne au bon endroit. Exact. Et ça va se faire à partir des automatismes. Parce qu'on va être capable de mesurer le poste. Quels sont les comportements requis? Non seulement les connaissances, mais les automatismes requis. Je comprends. C'est un petit peu comme quand on s'est levé ce matin. On n'a pas pris le temps de se poser la question sur quel pied on allait débarquer. On a débarqué. Ceux que j'avais mis sur le pied gauche, sur le pied droit, peut-être même ces 2 pieds dans certains cas. Si on avait mis une caméra, peut-être qu'on aurait constaté que dans les 30 derniers jours, j'ai toujours débarqué du même pied. Donc, c'est un automatisme moteur. Excusez-moi, Chantal mentionne, j'aimerais beaucoup recevoir cette formation cet été. Je n'ai pas le temps de tout écrire. Bien, pas mieux qu'il y ait tant d'informations, Chantal. En effet, la présentation en différé, donc l'enregistrement, de même que la présentation PowerPoint, va vous être transmise demain à 9 heures. Chantal aussi mentionne, je n'ai pas reçu le questionnaire ce matin. Si vous êtes inscrit ce matin après 9 heures, en effet, autrement, les autres l'ont reçu. Le questionnaire va vous être transmis soit dans le courriel, le même courriel demain matin à 9 heures, ou je pense qu'on a un lien Oui, on dans a la un lien, présentation. effectivement. Très bien. Donc, le deuxième volet, les acquis. Donc, les connaissances, les expériences que l'on retrouve souvent soit dans le dossier de l'employé, dans son curriculum vitae. Et dans ma première vie, moi, j'étais un spécialiste au niveau des habiletés verbales et mentales. Donc, il y en a une quarantaine qu'on a intégrées et qui sont essentielles ici pour véhiculer le talent. Donc, comme vous pouvez constater, au contraire des 5 premières échelles, vous avez les 4 dernières, il faut être le plus élevé possible. Donc, vous voyez ici, dans la colonne communication, sur 5 associés, ça c'est 5 associés dirigeants d'une même entreprise. Le premier, maîtrise des techniques verbales à 43, le troisième à 25 et le 5e à 20. Donc, on a des problèmes, là. On a du monde qui font des sons. Ça va être fort. Puis là, ils ne comprennent pas que les employés n'ont pas compris. Donc, ça, c'est important à corriger, cette dimension-là. Donc, on fait référence aux acquis. Troisième dimension, tout le volet, l'état dans lequel je suis. Le job parfait était fait rare. On a vu tout à l'heure que c'était pas évident ou ici, il est arrivé dans le bon emploi.
On parlait de 21% en fonction des méthodes traditionnelles. Donc, il y a un prix à payer. C'est probablement dans quel état est la personne au niveau de son épuisement professionnel, à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, on va regarder le contrôle de soi à court terme, sa capacité à résister au stress à moyen terme et les 3 écoles de pensée qui traitent du surmenage. L'école canadienne qui repose sur les habitudes alimentaires, l'école américaine qui repose sur les activités physiques et l'école européenne sur la perception de son environnement de travail. Prenons un exemple. Ici, par exemple, pour 100 travailleurs d'ici, le groupe d'entreprises en santé, justement, il avait publié il y a quelques années des résultats qui est particulièrement intéressant. Sur 100 travailleurs, 80 s'alimentent mal, 66 font pas d'activité, font pas assez d'exercice, 60 présentent un excès de poids, 50 un cholestérol élevé, 50 vivent un stress modéré, encore 18% fument, puis 10 sont encore de grands buveurs. Imaginons une combinaison. Je fais pas d'exercice, je mange du McDonald's à tous les jours, je donne, puis je fume. C'est juste une question de temps, là. Il va tomber, c'est évident. Regardons une autre analyse qui a été faite aux États-Unis, le coût de la santé déficiente. Cette analyse-là a déjà 10 années. Regardez la part du présentéisme au niveau de la tarte, là. Comment c'est important. Ça représente le 2/3, si ce n'est pas le 3/4. Des coûts cachés. C'est énorme. Donc, si on reprend notre même bilan, le E, on l'a vu, on faisait référence à des comportements. Le A, on fait référence à des connaissances. Regardez la première colonne de la 3e famille, contrôle de soi. Ici, le chiffre dangereux sont 33 et moins. Fait qu'imaginez dans votre automobile, la lumière à l'huile, là, dans le dash, excusez mon franglais. Quand le chiffre est à 33 et moins, c'est comme si votre lumière à l'huile était allumée. Regardez dans cette colonne-là. On a un 9, un 8, un 9 et un 30. On a 4 personnes sur 5 qui nous donnent l'impression d'avoir perdu contrôle des événements auxquels ils sont exposés. C'est tout à fait normal parce que quand j'ai pris la photographie, cette entreprise-là était en fusion. Donc, probablement qu'ils craignaient de perdre leur emploi. On voit comme l'instrument est très sensible. Si on regarde la 2e colonne, la résistance au stress, imaginez dans votre dash automobile, là, toujours votre lumière à l'huile. Et la 2e indicateur, les réserves de gasoline que vous avez. Donc, si vous regardez encore une fois cette colonne-là, vous avez un 21, un 27 et un 30. Et après ça, vous avez les 3 écoles de pensée pour être le plus élevé possible. Fait que si on regarde la 3e personne, il y a 8, 27, 7. Il est non seulement stressé, il est stretché, ce joueur-là. Je suis convaincu qu'il fait du présentéisme. Juste avec l'information que j'ai là. Et puis on n'a pas comparé à l'emploi, là. Ça, ce sont les résultats que vous obtenez avec un test, le questionnaire que les gens vont remplir? Exactement. Un test de combien de minutes? Oh, ça va prendre à peu près 20 minutes. 20 minutes 20 minutes à compléter. Combien de questions pour arriver à Il y a 200 variables pour arriver à ça. Donc, 200 questions pour arriver à une conclusion comme celle-là? Exact. Une vingtaine de minutes. Exact. Et les personnes vont recevoir un document d'à peu près 15-16 pages. D'accord. Donc, on voit qu'on est capable de combiner et d'avancer rapidement dans cette démarche-là. Quand on fait un bilan du capital humain, c'est sûr, c'est le questionnaire qui nous permet de cueillir l'information et les personnes vont recevoir un profil de bien-être en ligne. Et après ça, il faut présenter les résultats. Et naturellement, là, on leur fournit un plan de développement quand on fait cette activité-là. On leur donne aussi un feedback individuel. C'est important, c'est crucial, que ce soit nous, le département des ressources humaines, il faut le donner, le feedback. C'est crucial à ce stade-là. Et naturellement, on va élaborer avec l'équipe en place le profil des comportements requis pour le job que la personne va pratiquer. Pour des postes à combler? Pour des postes soit à combler ou des postes dans lesquels ils occupent. D'accord. Donc, et on va fournir un rapport corporatif de façon à guider nos interventions. L'analyse comparée des comportements, comme on vient de voir, le diagnostic des besoins, perfectionnement et formation. On va être capable d'identifier la relève, la mobilité du personnel et, naturellement, prévenir l'épuisement professionnel. Est-ce qu'il y a plus d'épuisement professionnel aujourd'hui? Plus qu'avant, oui. Pour quelle raison? Probablement la vitesse, le pace setting, la vitesse des changements. Vous savez, les êtres humains, on est là, on prend le temps de prendre on n'aime pas le changement. D'ailleurs, dans tous ceux qui vont étudier des sciences sociales
Et dans les sciences de santé, on nous dit que l'on ne construit pas avec le temps finit par le détruire. Je pense qu'ils ont raison. Mais définitif que l'exemple démontre de plus en plus des symptômes d'épuisement professionnel. Et c'est fréquent quand on prend une photo d'une entreprise d'observer souvent la moitié et plus des personnes qui démontrent des symptômes. Tant que ça. Oui. Alors, si je comprends bien, c'est parce que le rythme de changement, vous parliez tout à l'heure de changement d'emploi à chaque 30 ou 31 mois, Oui. L'évolution technologique, la quantité d'informations qu'on doit assimiler. Alors, ces changements-là sont si rapides aujourd'hui versus un être humain qui, lui, n'a pas changé, qui n'aime pas tout à fait le changement. C'est ce qui crée la frustration, l'épuisement. Oui, effectivement. Et puis, 31 mois, comme on parlait tout à l'heure, c'est la longévité dans une organisation. Mais le changement de poste se fait à tous les 18 mois. À l'interne, À l'interne. Donc, on n'aura pas le temps d'y montrer. Il faut qu'il y ait les automatismes. C'est avec les automatismes qui fait qu'il va être capable de passer au travers et de survivre. Donc, avoir la bonne personne à la bonne place au bon moment et au bon prix. Mm-hmm. Parce que c'est un débat ici. Est-ce que c'est la personne qu'on paye ou le poste? Peut-être que la personne a vaut 100 000 $ par année, mais pour faire ce job-là, on va payer 50 000. Donc, ça va être important. Il va y avoir d'autres variables à tenir compte. Là. Et souvent, j'imagine, les employeurs, c'est le poste à combler, c'est ça qui vaut. C'est ça pas associé à ça. Exact. Donc, il y a des personnes qui sont payées pour penser, si on prend les 6 700 jobs qui existent au Canada, dans le Code canadien des professions. Il y en a qui sont payés pour faire, il y en a qui sont payés pour faire. On va mettre ça en action. Et quand on analyse les activités de ceux qui sont payés pour penser, on s'aperçoit que 80% des activités reposent sur leur talent brut, à peine 20% sur leur connaissance. Ceux qui sont payés pour faire, on parle de 50. Et ceux qui sont payés pour exécuter, on revient pareil comme en haut. C'est tellement réel que les employeurs avaient compris qu'ils ne faisaient plus de formation. En 1989-90, il a fallu qu'on passe une loi pour forcer les entreprises à faire et investir sur le capital humain. Mm-hmm. On ne faisait plus de perpétuellement. Mm-hmm. Donc, si vous voulez rappeler, le 80-20, c'est quoi là? 80% des activités que la personne exécute reposent sur ses automatismes. Donc, le comportement. Une adéquation, un match entre les comportements de la personne et les comportements désirés. Okay. Mais il faut qu'il soit naturel. Le fait que tu as un match, la job devient facile, il peut l'apprendre seul, rapidement, très vite, et puis il y a du temps pour penser. Il y a du temps pour nous faire des recommandations, pour améliorer telle et telle situation. Toutes ces énergies ne sont pas à exécuter. De toute façon, chez Propulsor, on dit souvent, l'homme dans le sens générique, nous sommes des épicuriens. On est fait pour jouir de la vie, et non, le travail, c'est une invention du système économique. Mais la personne qui ne se levait pas il y a 5000 ans pour aller chasser, il crevait de faim pareil. Là. Donc, il y a du temps qu'à être pris pour travailler, puis à troquer et à échanger de mes énergies, de mes connaissances pour des billets verts, pour pouvoir manger et m'habiller, mais autant que ce soit le fun, que j'ai du plaisir, que je me développe. Et c'est ça. C'est ça qui est le but. C'est ça qui est le but. Quand il y a un bon match, tout le monde est heureux, l'employé et l'employeur. Tout le monde, et surtout le client. Oui, en effet. Il n'y aura pas de bris des produits, il y aura tout. Tout va être bien fait. Donc, on disait, dans la pratique, c'est très clair, 21% de chance d'avoir la bonne personne. Mais quand on fait la dotation, ben, souvent, on se base sur le CV, puis près de la moitié du CV ou autour de la moitié du CV. Souvent, il ne faudrait pas vérifier trop loin parce qu'on va avoir une surprise. 47%, même des analyses nous démontrent jusqu'à 51% sont questionnables. C'est plus 21%. Le même outil, il peut être utilisé aussi à des fins organisationnelles pour élaborer le portrait robot, le poste désiré. Imaginez ici une situation. Vous avez à la gauche les personnes qui sont profilées, vous avez en haut tous les postes qui ont été profilés. Et là, on a matché toutes les personnes avec tous les postes. Regardez bien ce qui s'en vient. Le break-even point est 50. La deuxième personne, là, 43. Qu'est-ce que ça veut dire, le break-even point? Le match est bon. Ouais, c'est-à-dire, le break-even point, c'est le minimum que ça prend pour la job. Oui. En bas de 50, il ne sera pas capable. Donc, ça va lui demander un deuxième, un troisième, un quatrième effort. Regardons la première personne qu'on a vue tout à l'heure, elle match son job à 26 Il n'avait pas besoin d'avoir un bac en psychologie, une maîtrise en psychologie pour savoir qu'il ne sera pas capable de la faire. Là. Ou si parfois il réussit à la faire, il va payer la note de sa santé.
Puis la productivité de Puis l'employeur. la productivité de l'employeur n'est pas là. D'accord. Donc, si on regarde dans le cas qui nous concerne ici, ça, c'est le personnel d'un organisme, d'une entreprise de 250 employés, et ça, c'est le staff non syndiqué, là, ici. Naturellement, j'ai changé les noms, là, et les fonctions. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous en avez 9. Mettez-les à 50 000 avec les bénéfices nationaux. Il y en a 9. Il y en a 9 là, qui sont pas assis sur la bonne chaise. Oui. Et si on ne fait rien, ils vont finir par partir ou on devra payer la différence. 9 à 50 000, ça fait 450 000 On peut presque toutes les récupérer. Mais il y en a peut-être une ou deux qu'on ne pourra pas récupérer. Alors, récupérer, ça veut dire les travailleurs. Les transférer, faire un mouvement à l'intérieur. Optimiser. Quand on regarde la matrice verticalement, on est capable d'identifier la relève. Quand on regarde la matrice horizontalement, on est capable d'identifier la mobilité des travailleurs. Et là, ça devient très puissant. Ça nous permet rapidement d'avoir une idée concrète pour être capable de prendre des décisions éclairées. C'est une matrice que la plupart de mes clientèles adorent. Fait que si on regarde le même exemple qu'on avait au début, une entreprise de 10 millions de chiffre d'affaires, 100 employés, 45 000 de salaire, 8,8 d'absentéisme, plus le présentéisme, puis le roulement de personnel et les avantages. On disait 67 de la masse salariale est optimisée, il est productif. Le 33 et peut-être qu'on peut le récupérer, mais si on ne fait rien pour le récupérer, ben on le gaspille. Après 2 à 3 ans d'intervention, parce qu'on ne peut pas provoquer les changements trop vite, il faut qu'on puisse le faire à un rythme acceptable. On est capable d'optimiser à 91 Et le dernier 9 là, oubliez-les, là. Il va coûter plus cher à aller chercher que ce qu'on va gagner. Ce qui est intéressant, ben, on récupère 2 millions et plus. Dans cet exemple. Dans cet exemple-là. Là, M. Boily, vous avez des outils incroyables. Est-ce que les gens peuvent faire ça sans utiliser vos outils? Certainement. De quelle façon? Ben, il va falloir qu'ils s'en développent. Alors, il y a des outils sur le marché où ils peuvent s'en développer. Ils peuvent s'en développer maison. Pour essayer d'identifier les trois environnements, pour essayer de matcher les employés sur les bonnes thèses. Alors, ils pourraient toujours développer ça parce que votre présentation offre, je pense, une prise de conscience pour bien des gens qui écoutent. Puis vous avez un outil incroyable pour arriver avec des résultats, mais je pense qu'une fois conscients, ils peuvent aussi faire des changements internes pour améliorer le tout. Ce que je le souhaite aux personnes qui vont essayer d'en développer et puis je le souhaite qu'ils puissent en développer parce que vous comprenez qu'on est à contre-courant. On parle de prédiction, ça a pris aussi 5 millions, ça a pris 34 ans. Il y a 100 personnes qui ont mis la main à la pâte. Je ne connais pas beaucoup d'organisations qui ont le personnel adéquat pour faire ça en même temps. Mais est-ce que c'est faisable? On l'a fait. C'est sûr que c'est faisable. On est capable de le faire. Donc, et ça va nous faire plaisir de vous aider dans la démarche, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de tout ce qui est là. Mais je reviens. Pourquoi vous dites que c'est à contre-courant? Bien, c'est parce que ce n'est pas une pratique courante de mesurer le capitalisme. Puis les gens n'aiment pas nécessairement ça. Oui, puis souvent, il y a eu des modes où ce qui était du soft, ce qui était du capital humain, ça se mesurait pas. Même les universités l'enseignaient. Avant qu'il ait fait le virage, j'ai appris quelques années. D'accord. Mais moi, je suis un docimologue. C'est ma débite, j'aime ça de mesurer. Je mesure tout. Donc, on parle dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure, on parle de 2 200 000 qu'on va récupérer. Le client va en garder 71 Ça va, on a fait un estimé ici, il devra investir autour de 3/4 de million, soit 29 pour régler les problèmes qui sont en place. Mais là, il se réveille avec 1,5 million de surplus imposable. Et ça, sur quoi on se bat actuellement, c'est que le client réinjecte ce million-là dans le département de ressources humaines, en perfectionnement, pour prévenir et s'améliorer. Parce qu'il va avoir un impact aussi grand au niveau de la profitabilité aussi. Donc, dans cette démarche-là, mes objectifs ont été de vous aider à identifier les éléments des RH significatifs à la productivité. Oui. Il y en a plusieurs, mais j'ai pris les 3 plus importants. Je pensais aux parts, aux goals. Présentéisme, absentéisme et roulement. Et ça, c'est bien important. C'est les 3 plus importants. Mesurer l'impact financier du part à sa masse salariale. On l'a vu, là.
On parle du tiers de la masse salariale. Et c'est de l'argent, là. Oui. 2 millions, comment il faut faire? De combien doit-on augmenter les ventes pour aller récupérer 2 millions en profit brut? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Dans un contexte où augmenter les ventes n'est pas Exact. facile. C'est pas facile non plus. Déterminer le niveau de productivité. Oui, on peut l'augmenter. Mais on ne pourra pas se rendre à 100%. C'est pas mal dur à atteindre 100%. Et estimer la récupération. Vous allez être capable de déterminer votre objectif et de l'estimer annuellement. Parce qu'oubliez pas, il faut prendre la mesure à tous les ans. Il ne faut pas juste la prendre au début, puis après ça, on ne mesure plus. Là. Non, mesure à tous les ans. Et récupérer la masse salariale non optimisée. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est... on est presque rendu à la fin. Donc, pour obtenir gratuitement votre profil de mieux-être au travail, c'est notre dernier bébé, ça. C'est une valeur marchande de 400 $. Quand il veut l'acheter à l'unité. Et on vous le donne. Ça va nous faire plaisir de vous l'offrir. Ça fait que veuillez vous rendre à www.monprofil.ca. Utilisez le code d'accès suivant. 000, la lettre A, 0 et la lettre P. En majuscule? Oh, ils peuvent le mettre en minuscule. Et ça va vous prendre une vingtaine de minutes à compléter le questionnaire. Et vous allez obtenir en ligne, immédiatement, votre profil de mieux-être au travail. Et quelles conclusions vont-ils pouvoir tirer de ce rapport-là? Ils vont être capables de prendre des décisions eu égard à leur situation personnelle et professionnelle actuellement. Basé sur des entrevues que j'ai eu le plaisir de faire durant 5 ans, où je posais de façon systématique la question, on s'est aperçu que 50% des personnes qui recevaient l'équivalent d'un profil de mieux-être au travail prenaient une décision dedans de 48 heures. Ils vont changer telle habitude, tel phénomène. Je vais continuer à faire plus telle activité parce que je savais que j'aimais ça, mais je ne savais pas l'impact que ça avait. Il y en avait 30% qui attendaient. Ils refaisaient le questionnaire un mois plus tard et là, on disait, essayez d'avoir un meilleur résultat. C'est ça, on a fait soit un meilleur résultat ou plus souvent qu'autrement, c'était parce qu'ils avaient déjà pris une décision puis ils voulaient mesurer l'impact de la décision. Est-ce que ça avait amélioré telle situation ou pas? Et il y en avait un 20% qu'on pouvait diviser en deux, 10% qui disaient, je ne m'intéresse pas. Je payais pour travailler, puis je vais continuer à travailler, puis plus d'attente. Puis il y avait un autre 10% qui n'avait pas besoin de ça pour ça. Il était à la bonne place, il était heureux, ça allait bien. Fait que c'est aussi simple que ça. Combien de temps ça prend en faire ça? 20 minutes. C'est la même chose. Okay, il y en a qui font 18 minutes, il y en a qui font une demi-heure. Pour être sûr d'avoir les bonnes réponses. Oh, ouais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ça. C'est le traitement qu'on va en faire. Oui, exactement. C'est tout aussi important. Mais là, dans un tel test, il n'y a pas la contrepartie, c'est-à-dire la nécessité pour remplir le poste. C'est juste une question d'évaluation personnelle. C'est l'individu qu'on mesure. Ça, c'est le rapport qu'on donne à la personne dans les organisations. Parfait. Pour pouvoir mesurer l'emploi, c'est une autre activité. Mais on va utiliser les mêmes outils, les mêmes échelles. C'est le même modèle. Parce que le problème, souvent, au niveau des ressources humaines, on utilise plusieurs outils différents qui ne se parlent pas. Oui. C'est juste l'écart d'un silo à l'autre. Et on n'est pas capable de les faire se parler. Alors, c'est ce qui termine votre présentation. C'est ce qui termine ma présentation. Fait que je vais tu m'avais donné 55 minutes. C'est précisément 55 minutes. Le timing est excellent. Sylvie, super, merci. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à poser à M. Boilly, c'est le temps. Sachez que la présentation, l'enregistrement va vous être transmis demain matin à 9 h, de même que la PPT, la présentation, de sorte que vous puissiez revoir le tout. Vincent, très intéressant, excellent. Alors, je sais que c'est probablement nouveau, c'est une prise de conscience. Mais si vous avez des questions tant techniques que stratégiques dans tout ça, je sais que M. Boilly, ça fait une trentaine d'années que vous faites ça. Vous faites ce genre d'intervention-là au sein d'une foule d'entreprises. Exact. Avec des conclusions qui, des fois, sont très surprenantes. Effectivement. Moi, c'est ma passion. Hein. On s'en aperçoit plus, nous, le temps qu'on met là-dedans, on a un plaisir fou. Et ça va nous faire plaisir de répondre à toutes les questions de ceux qui vont vouloir s'intéresser. Alors, puisque vous avez beaucoup de plaisir, vous ne calculez pas votre temps, j'imagine que
le match entre votre personnalité et le poste que vous avez est parfait. C'est-à-dire, j'ai été le premier cobaye. Oui. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'activités dans mon emploi que je faisais et que je ne referai plus jamais. Basé sur les Basé sur les résultats. Et plus de la moitié. Ah oui, hein? Donc, nous, on est une petite entreprise, donc souvent, il faut faire un job et demi, 2 jobs. Mais moi, je ne suis pas fait pour ça. Moi, je suis un spécialiste. Donc, j'ai d'autres personnes qui le font mieux que moi, avec moins d'efforts et une plus grande performance. Je veux pas d'affaires à forcer. D'ailleurs, je me plains. Je me dis souvent, je fais juste ce que j'aime. Oui. Aussi simple que ça. Encore Et c'est ce pas- que je souhaite à tout le monde. Encore faut-il savoir ce que tu aimes. Ouais. Hein? Bien, on a un bon début là. Pour ceux qui vont faire l'exercice, ça va me faire plaisir de leur donner du support. Parfait. Alors, c'est ce qui termine la présentation, l'information. Vous semblez avoir beaucoup apprécié.